C'est l'heure de la dernière édition de la journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 23h, les titres à la une de l'actualité. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le chef de l'État prononce un discours sur l'état de la nation en présence des députés et sénateurs. Cet exercice se tiendra demain mardi au Sofitel Hôtel d'Ivoire. L'occasion pour le président de la République de faire un état de la marche du pays devant les représentants du peuple. Retour sur les temps forts des éditions dernières dans quelques instants. Dans ce journal, nous ferons un tour à Genève, en Suisse. Le ministre Souleymane Diarra-Souba y séjourne dans le cadre du 60e de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Plusieurs panels et rencontres à l'agenda du ministre en charge du commerce. Le peuple baoulé a un nouveau roi, Nanan Kwaku-Djet II, 14e roi dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. L'information a été donnée par le porte-parole de la cour royale de Sakassou. Merci de votre attention. Demain, mardi 18 juin 2024, le chef de l'État prend la parole en présence des députés et sénateurs conformément à l'article 114 de la Constitution. Cet exercice se tiendra au Sofitel Hôtel d'Ivoire dans la commune de Cocody, une occasion pour le président de la République de faire un état de la marche du pays devant les représentants du peuple. C'est aussi le lieu de grandes annonces ou encore de propositions de réformes constitutionnelles, rappel des éditions précédentes avec Mama Traoré. Rendez-vous est pris pour ce mardi 18 juin 2024. Le président Alassane Ouattara fera une adresse sur la nation, comme le prévoit la Constitution. Chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Cela fera 3 années de suite que le chef de l'État s'acquitte d'un devoir constitutionnel. Chaque rendez-vous pris avec les représentants de la nation est l'occasion pour le président de la République de se prononcer sur la marche du pays, de dresser un bilan de tape de la Côte d'Ivoire solidaire, le programme de gouvernance qui lui a valu la majorité des suffrages des Ivoiriens en 2020. Une adresse sur l'état de la nation, c'est aussi le lieu de grandes annonces. Celle du 19 avril 2022 à Yamoussoukro avait été notamment marquée par la nomination du vice-président de la République, Tiemokomé Ilekone. Cette réunion des 2 chambres du Parlement réunies en congrès débouche également sur des propositions de réforme constitutionnelle. Celle faite lors de l'édition du 25 avril 2023 avait entre autres entraîné la modification de l'article 94 stipulant le retour à 2 sessions pour les travaux parlementaires chaque année. Modifié aussi l'article 107 qui octroie désormais le droit d'amendement au président de la République au même titre que les parlementaires. La révision constitutionnelle survenue en juillet 2023 est aussi à l'origine de la suppression des articles 179, 180, 181 et 182 devenus caducs. Pour mémoire, les révisions constitutionnelles proposées au Congrès le 5 mars 2020 portaient sur le statut du vice-président de la République. Entre annonces choc, réforme constitutionnelle, bilan d'étape de l'action gouvernementale et les perspectives, les adresses du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès garde jusqu'ici un caractère décisif sur la marche du pays. L'exercice de ce mardi ne devrait pas y déroger. Et cette sortie du chef de l'État, Alassane Ouattara, est très attendue des populations. Tous y fondent beaucoup d'espoir. Nous les écoutons au micro de notre reporter, Éric Goré. Cette adresse du président de la République sur l'état de la nation concentre l'attention de tout un pays et alimente des débats. Pour dire que le message du président de la République est très attendu. L'attente des Ivoiriens est grande parce que c'est le président de la République qui parle. Mais je veux tout simplement dire que le président va parler, il va s'adresser au peuple. Il y aura certainement des annonces. Acteurs politiques, enseignants, ouvriers, étudiants, leaders de femmes, chefs de communauté, chefs traditionnels se soumettent à un exercice. Ils imaginent en ce moment ce que va dire le président de la République ce 18 juin. Qu'est-ce que je vais entendre de lui? C'est tout simple. Nous avons des perspectives extraordinaires pour la Côte d'Ivoire. Le gisement aurifère qui vient d'être découvert, le gisement baleine. Alors, autant de moyens que nous attendons
pour, je dirais, mettre en œuvre des politiques encore plus hardies que celles que nous avons connues. Alors, c'est simple, il nous faut dans ce cas une stabilité et une continuité. Si le prochain message du président de la République sur l'état de la nation intéresse tant les Ivoiriens, c'est parce qu'Alassane Ouattara a fait et continue de faire ses preuves dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ce président-là, on le veut éternellement au pouvoir parce qu'il avait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Les routes sont faites, on peut se déplacer comme on veut. Nous félicitons aussi le président pour la CAN qu'il a organisée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante du tourisme international. En dépit de tout ce qui a été fait, des doléances sont adressées au chef de l'État. Ce que j'attends dans ce discours du président, c'est vraiment aussi accentuer aussi sur le fait un peu des choses qui sont un peu chères sur le marché, tout ça. On voudrait qu'en cela, le gouvernement prenne des dispositions pour que la population soit soulagée. Nous voudrons que vraiment le président prenne une décision pour soulager la population, que le président nous aide. Cette question de cherté de la vie divise les Ivoiriens. Ce chef de parti rejette ces affirmations. La cherté de la vie, c'est mondial. Vous allez dans tous les pays africains, partout dans le monde, on parle de cherté de la vie. Parce que la population augmente et les moyens s'amoindrissent. Pour ce député de la nation, Alassane Ouattara reste un pilier très important dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Il est clair qu'au regard des enjeux de la sous-région, au regard des enjeux de l'Afrique et des enjeux mondiaux aujourd'hui, la personnalité politique, de mon point de vue, idéale, capable de séréniser le débat en Côte d'Ivoire, de maintenir l'équilibre social, c'est bien le président Alassane Ouattara. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, qui siègent au même lieu et au même moment pour exercer des activités conformément à l'article 114 de la Constitution. Un moment fort à suivre demain, mardi 18 juin, sur les antennes de RTI 1. S'imprégner du cheminement ayant conduit l'État ouest-américain de la Californie au succès des nouvelles technologies, c'est tout le sens de la présence du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel aux États-Unis d'Amérique. La délégation ivoirienne, avec à sa tête le président de cette institution, multiplie les rencontres et les échanges à la Silicon Valley. Et le docteur Eugène Aka Awele a reçu une distinction de l'État de la Californie pour avoir suscité cette mission. Notre envoyé spécial à San Francisco, Walter Amadou Ouattara. 29 des célèbres universités des États-Unis d'Amérique sont à San Francisco. Cette ville de l'État de la Californie abrite la Silicon Valley. C'est l'élite de l'innovation technologique américaine reconnue mondialement. Au cœur de ce succès, les startups animées par une jeunesse motivée. StartX est un incubateur de Stanford. Nous aidons les startups, les fondateurs, les étudiants de Stanford à créer des startups. Et nous avons plus de 1000 startups qui ont déjà été à travers notre programme. Il y a plus de 18 qui ont déjà été des unicorns, c'est-à-dire des startups qui ont une valeur de plus de $1 milliard. Donc nous sommes en train de voir les moyens de travailler aussi avec la Côte d'Ivoire pour que des startups ivoiriennes puissent aussi faire partie du programme. Des structures sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation s'inspirent de ce qui est fait ici. Pour le VTIP, c'est très important parce que le VTIP a un projet d'avoir des universités au VTIP. Pourquoi au VTIP? Parce que nous créons un écosystème où il n'y a que des entreprises technologiques, biotech certes, avec aussi le développement de start-up. Et quand on parle de start-up, on parle d'innovation. Et ça nous donne aussi une opportunité aujourd'hui de voir comment est-ce que nous pourrons poursuivre les échanges avec StartX dans le but de mettre en place un programme de soutien au développement de l'écosystème de start-up en Côte d'Ivoire. Ce qu'on recherche véritablement, c'est l'impact. À travers des start-up qui viennent avec des solutions qui intègrent les nouvelles technologies de la 4e révolution industrielle, notamment l'intelligence artificielle, les blockchains et la robotique et tout ce que vous pouvez imaginer comme donc technologie nouvelle. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du ministère dans ce voyage ici à la Silicon Valley. À l'initiative de cette visite d'imprégnation, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, il voit déjà ses efforts récompensés.
Le docteur Eugène Akaole reçoit une distinction de la part de l'État de la Californie pour avoir suscité cette mission. C'est un certificat qui m'honore et qui honore au-delà de ma modeste personne l'institution dont j'ai le rêne, c'est-à-dire le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mais au-delà encore, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui est honoré. L'année dernière, quand nous sommes venus, c'était relativement à la vision du président Alassane Ouattara qui avait décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Et c'est cela qui nous a inspirés à venir ici, puisque ici c'est vraiment le haut lieu de la jeunesse californienne, jeunesse douée, qui nous a démontré que la technologie est avant tout l'affaire de la jeunesse. Pour ces différentes visites de travail qui visent à terme la formalisation d'un cadre de coopération en vue d'un transfert de compétences, la délégation ivoirienne bénéficie de l'appui de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. Comme annoncé en titre, Souleymane Diarra est à Genève, en Suisse. Il y séjourne dans le cadre du 60e de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. En plus des panels animés, le ministre en charge du commerce et de l'industrie a échangé avec la secrétaire générale de l'institution. Le compte rendu de Lanciné Bakayoko. À Genève, Souleymane Diarra explique que la Côte d'Ivoire, adossée aux espaces de libre-échange que sont la CEDEAO et la ZLECAf, représente un gisement d'opportunités pour les industriels internationaux. L'agriculture, l'industrie, les ressources naturelles, les énergies renouvelables et le tourisme sont de véritables créneaux à fort potentiel, le tout dans un environnement des affaires des plus favorables. Le défi pour nous, comme vous l'avez noté, c'est de voir comment créer de la valeur ajoutée, transformer prioritairement nos matières premières. Donc nous avons mis en place en fait une série de politiques permettant de booster le niveau d'industrialisation, sinon de transformation de ces produits-là au niveau du produit intérieur brut. Dans l'optique d'une politique intégrée, cohérente et inclusive, les défis majeurs à adresser pour la Côte d'Ivoire tournent autour de la nécessité de résoudre les problématiques liées notamment à l'accès au financement, le renforcement des infrastructures socio-économiques de qualité, l'innovation technologique ainsi que le capital humain. Investir dans l'éducation, investir dans la formation professionnelle pour que nous puissions avoir en fait les ressources humaines qui soient à niveau à l'effet que nos entreprises en fait industrielles puissent être à niveau. À l'issue de l'audience qu'elle a accordée au ministre Souleymane Diarra, la secrétaire générale de la CNUSED a évoqué les questions de développement durable, d'industrialisation et de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Nous envisageons désormais de coopérer dans le domaine numérique et aussi en termes de création de plus d'emplois qualifiés pour les jeunes, pour les femmes et pour avoir une croissance plus inclusive. J'espère continuer cette coopération avec la Côte d'Ivoire car vos expériences nous inspirent. La Côte d'Ivoire a dit sa disponibilité à accueillir le lancement du rapport 2024 de la CNUSED portant sur le développement économique et l'évaluation de l'Afrique. Rebecca Grispan a également été invitée à se rendre à Abidjan afin de constater de visu toutes les transformations positives intervenues en Côte d'Ivoire ces dernières années. Toujours avec Lanciné Bakayoko, intéressons-nous à la deuxième phase de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. En évaluation à Abidjan, cette conférence finale s'est tenue en présence du ministre en charge de l'agriculture et de 27 pays partenaires au développement et organisations régionales. Reportage. La deuxième phase de ce programme mondial de renforcement des capacités techniques pour la production et la diffusion de statistiques dans le domaine agricole est axé sur le continent africain. Le processus a permis à 27 pays bénéficiaires de combler le déficit lié à la disponibilité de statistiques régulières et de qualité. L'ensemble des besoins exprimés par les pays n'a pu être couvert durant cette deuxième phase. Cette rencontre est l'occasion de lancer un plaidoyer pour la poursuite du programme en mettant l'accent sur les besoins non encore ou insuffisamment couverts. Toutes ces capacités techniques devraient générer des statistiques essentielles pour l'agriculture, en particulier pour la production de cultures vivrières,
directement impliqués dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, les progrès sont indéniables, à l'échelle de l'Afrique, les résultats restent mitigés. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a bénéficié d'une batterie d'appui qui a permis d'améliorer de façon significative ses capacités techniques liées à la conception d'outils d'enquête agricole, au calcul d'indicateurs sur l'économie des exploitations agricoles, aux techniques de traitement de données et à la diffusion de statistiques agricoles. Cette stratégie internationale a été créée en 2009 en vue d'adresser les problématiques liées aux statistiques agricoles et durables. Elle vise notamment à apporter une assistance technique aux États afin d'améliorer leurs capacités de production statistique. Lutte contre la désertification et la sécheresse dans le monde. Alain Richard Donvaï effectue le déplacement à Bonn en Allemagne. Le président de la COP15 prend part à ces assises à l'invitation du ministre de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d'Allemagne. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée ce lundi coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les détails avec nos envoyés spéciaux Grace Kondo et Kinibois Jacob. Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne, accueille plusieurs participants venus des 4 coins du monde dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée ce lundi 17 juin. Alain Richard Donvaï, président de la COP15, y est à l'invitation du ministre de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d'Allemagne. À ses côtés, le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. La rencontre se tient autour du thème « Unis pour les terres, notre héritage, notre avenir ». Le secrétaire exécutif de la COP15 que je préside est à Bonn. Et donc c'est l'occasion pour moi non seulement de participer à cette réunion, mais aussi avoir des entretiens avec des institutions privées et publiques concernant la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. La Côte d'Ivoire a la présidence de cette COP, donc nous devons être présents à ce genre d'événement. Cette année, la célébration de la journée est marquée par le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, accord international sur la bonne gestion des terres. 30 ans de science, de connaissances, 30 ans d'adoption de politiques sur la lutte contre la désertification. Et on a appris énormément de choses. J'aimerais rendre hommage à ces pays qui dépensent beaucoup de ressources humaines, financières, pour lutter contre la désertification, pour la conservation des terres. C'est vraiment un travail remarquable qui a été fait. Cela dit, ensemble, nous devons réfléchir non seulement aux 30 années qui viennent de s'écouler, mais aux 30 années à venir. 45 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire en Afrique du fait de la sécheresse. Et en Côte d'Ivoire, près de 60% des terres productives sont dégradées. La Côte d'Ivoire a lancé une politique forestière qui va rétablir un peu ses équilibres, c'est-à-dire regagner un couvert forestier pour permettre à notre pays de demeurer un pays forestier, mais aussi de récupérer les sols qui ont été dégradés par une agriculture qui est durable, une agriculture respectueuse des sols et surtout un changement d'attitude des populations par rapport à la préservation donc, de notre environnement. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin car le président de la République chez nous a mis cette cause-là à un niveau présidentiel puisque le vice-président de la République est donc chargé de ces questions. Et cela prouve l'importance de ces sujets au niveau de la Côte d'Ivoire. Le président de la COP15 multiplie les rencontres à Bonn. Alain Richard Donvaï a échangé avec plusieurs structures internationales engagés dans la lutte contre la désertification, la déforestation et la faim. La saison des pluies se poursuit dans le district autonome d'Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Ces pluies diluviennes ont occasionné d'énormes dégâts. Après sa récente visite dans plusieurs sites enclins à la montée des eaux à Cocody et Bingerville, Boaké Fofana poursuit ses actions terrain pour s'imprégner du dysfonctionnement des ouvrages de drainage et d'évacuation d'eau. Le constat, les causes de ces inondations sont liées en partie à l'action humaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement appelle donc les populations au civisme et à la prudence.
Un tour dans la région du Bouaké. Les acteurs du système universitaire de Bouaké, reconnaissants du président de la République, ils ont rendu un vibrant hommage ce samedi au chef de l'État pour l'ensemble des actions de développement, de construction, de réhabilitation et surtout pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Depuis son accession à la magistrature suprême, la cérémonie s'est tenue au campus 1 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké en présence de plusieurs membres du gouvernement et de notre reporter Sephora Zegui. De 3 universités en 2011, la Côte d'Ivoire est passée à 9 aujourd'hui. 6 270 enseignants recrutés à ce jour, augmentation des primes de recherche, augmentation des bourses pour les étudiants, entre autres. Autant d'actions du président de la République que plus de 10 000 étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs et personnel administratif et technique de l'université Alassane Ouattara de Bouaké ont tenu à saluer. Nous observons tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire pour nous. Et l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et même des élèves. Nous avons pour obligation de lui dire dans un premier temps merci. Les autorités locales, tout en saluant l'initiative, s'associent pleinement à cet hommage à Alassane Ouattara. Bouaké également a un nouveau visage. Oui, vous avez raison de célébrer le président Alassane Ouattara, qui a su restaurer et rehausser la dignité et la fierté des Ivoiriens. En effet, nous sommes tous témoins de son leadership exceptionnel et de sa vision ambitieuse de développement qui a valu à notre pays, en l'espace d'une décennie, une transformation remarquable. Présent à ce rendez-vous du merci, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, revient sur les grandes actions menées pour redonner un sens à l'enseignement supérieur et à la recherche en Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait énormément pour l'ensemble du secteur d'éducation-formation et notamment pour le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, à savoir la réhabilitation et le rééquipement de toutes les anciennes universités, l'extension des anciennes universités publiques et surtout la construction de nouvelles universités publiques. Pour les étudiants, il y a l'augmentation du nombre de bourses parce qu'aujourd'hui, plus de 39 milliards sont consacrés au paiement des bourses et secours financiers Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Donc pour toutes ces raisons-là, entre autres, il est normal que le monde universitaire, dans toute sa composante, célèbre ce grand homme qu'est le président de la République. Témoin privilégié de cette célébration d'Alassane Ouattara par toutes les composantes de la sphère universitaire, Kobenan Kwasi Adjoumani les invite à continuer d'espérer à une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est rare dans le monde de voir des étudiants conscients s'organiser pour reconnaître le mérite de leur chef, du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour qui connaissait Bouaké et qui y arrive aujourd'hui, il n'a pas le même regard. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara ne regarde ni à gauche ni à droite. Il va droit au but du développement. Après Bouaké, les autres universités du pays rendront elles aussi hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en politique, le RAPSI, le Rassemblement pour l'alternance pacifique de Côte d'Ivoire, a tenu récemment un point de presse. Objectif, réunir les partis d'opposition pour la conquête du pouvoir en 2025. Conjuguer les efforts pour une émulation saine dans l'espace politique en garantissant des élections libres et transparentes en 2025. Voilà le but recherché des cadres du RAPSI, Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. À la tête de cette coalition, Daniel Boni-Claviri situe les enjeux de cette conférence de presse et exhorte à l'organisation d'élections libres et transparentes avec une participation inclusive de tous les acteurs. 2025 se profite déjà. Les quelques avancées obtenues pourraient nous garantir une compétition électorale saine, équitable et juste. Pour prévenir les violences électorales, il faut d'abord chercher à instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes. Il devient donc urgent de mettre en place des règles acceptées par tous qui garantiront l'intégrité de la compétition pour aboutir à l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel.
Le RAPSI constitue un rassemblement de partis politiques centristes et d'organisations de la société civile. En plus d'une plateforme de la société civile, elle compte à ses jours 4 partis dont l'URD, le RPP, l'UDP et la RIVAS. Nana Kwaku II, désormais 14e roi dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Son intronisation s'est déroulée dans la pure tradition baoulée et dans l'intimité familiale, sous l'œil vigilant des chefs coutumiers garants de la tradition. Une information rendue publique par le porte-parole de la cour royale de Sakassou. Je vous propose le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Le 14e roi du grand peuple baoulé est connu. Il se nomme Nana Kwaku II. L'information est rendue publique par un communiqué lu par le porte-parole de la cour royale assise à Sakassou, dans le Walebo, en présence du représentant de la Chambre des rois et chefs traditionnels, des chefs de tribus, de cantons et de villages, ainsi que les filles et fils du royaume baoulé. Désormais, le royaume baoulé est conduit par Nana Kwadio Maxime, qui a été intronisé ce lundi 17 juin 2024 de 24h07 à 12h00, 14e roi du royaume baoulé, avec pour nom de règne Sa Majesté Nana Kwaku II. Avant son investiture populaire, Sa Majesté Nana Kwaku II conduira une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour faire ses civilités à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cet acte d'intronisation connaît l'allégeance des chefs coutumiers. Il souhaite plein succès au nouveau roi qui conduit désormais le peuple baoulé. Tous les chefs, tous les enfants baoulés de Côte d'Ivoire doivent se reconnaître en ce chef. C'est-à-dire les chefs des villages, les chefs de tribus, les chefs de cantons. Et tous doivent se reconnaître au chef Nana Kwaku II. Pour bien mener sa mission, il faut être d'abord humble et Dieu te relèvera. Le Fauboin, il a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Dans nos comportements, dans nos ajustements, dans nos rires, dans nos pleurs, on doit sentir la paix. On a eu le roi baoulé aujourd'hui, il faut qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Vive le roi Kwaku II. Après sa sortie officielle devant son peuple, Nana Kwaku II, en compagnie de certains de ses sujets, s'est rendu au domicile du préfet du département de Sakassou pour y faire ses civilités. Un moment mis à profit pour remettre à l'autorité administrative le procès-verbal de son intronisation, signé par les différents chefs traditionnels. Nana Kwaku II succède ainsi à Sa Majesté Nana Akwaboni II. À l'international, ce lundi, au moins 11 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues dans le naufrage de 2 embarcations de migrants en Méditerranée au large des côtes italiennes, l'une venant de Turquie, l'autre d'Afrique du Nord. Les gardes-côtes italiens ont quant à eux annoncé avoir récupéré 12 personnes sur un autre bateau. Pour rappel, l'an dernier, 3155 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée selon l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Et en Israël, le Premier ministre a dissous le cabinet de guerre. L'information a été rendue publique ce lundi 17 juin. Cette décision fait suite au départ de l'ancien ministre centriste Benny Gantz. Il y a une semaine de cela. Pour rappel, la cellule avait été formée au début de l'offensive israélienne, juste après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Benjamin Netanyahou conserve tout de même sa majorité, mais est bien plus dépendant encore des décisions des élus ultranationalistes, soulignant que ces décisions interviennent en pleine confusion politique après l'annonce hier par l'armée israélienne d'une pause tactique pour faire entrer de l'aide au sud de Gaza, une pause alors que les combats ne connaissent aucune trêve. Demain, mardi 18 juin 2024, le chef de l'État prend la parole en présence des députés et sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Cet exercice se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody, une occasion pour le président de la République de faire un état de la marche du pays devant les représentants du peuple. C'est aussi le lieu de grandes annonces ou encore de propositions de réformes constitutionnelles, une cérémonie à suivre en direct sur les antennes de RTI 1. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne reprise de travail à tous.